Dominique es jurista de formación, trabaja desde el 2006 en la Dirección de Relaciones Internacionales de la OMS, que es la Oficina Nacional de Seguridad Social de aquí de Bélgica, y es director y conseller de la sesión expertise de esta dirección. Esta dirección es la única responsable en Bélgica de la determinación de la legislación de seguridad social aplicable a los asalariados y a los funcionarios que trabajan en un contexto transfronterizo dentro y fuera de la Unión Europea. Esta dirección se ocupa de casos concretos en este sector a través de su sección operativa y es plenamente activa en todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas internacionales sobre coordinación de los sistemas de seguridad social en lo que respecta a su economía y objetivos en estrecha colaboración con las instituciones y autoridades de seguridad social de Bélgica y del extranjero a través de la mencionada sección Expertise. Merci beaucoup, Dominique, bienvenue. Je vous donne la parole pour commencer votre présentation. Je vous remercie. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, tout d'abord, je suis honorée de votre invitation pour commencer, en fait, pour débuter les échanges et les présentations sous les aspects de sécurité sociale, puisque je vois que mes collègues espagnols vont embrayer après moi sur le même thème. Je vais directement je m'excuse aussi de ne pas pouvoir effectuer la présentation en espagnol, malheureusement. Alors, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, oui. Vous le voyez? Oui, très bien. OK. Vous le voyez bien? Parfait. Bien. Parfait. Alors, vu le temps qui m'est imparti, c'est vrai que je sais que le thème aujourd'hui, donc c'est le télétravail, donc plus particulièrement que nous avons donc examiné maintenant sous l'aspect de droit fiscal et maintenant on va le voir au niveau de la sécurité sociale. Tout d'abord, ce que je voudrais dire. Ah, attendez. Voilà. Tout d'abord, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'effectivement, vous l'aurez évidemment compris de par les interventions des deux collègues précédents, c'est que lorsqu'on parle de travailler dans plusieurs pays, l'occupation donc dite transfrontalière, il faut toujours faire très attention de ce dont on parle. Et dans nos dossiers quotidiens, c'est vrai qu'on doit toujours bien faire attention parce que certaines notions de résidence. Par exemple, vous en avez parlé au niveau des exposés en droit fiscal, eh bien la résidence fiscale ne correspond pas nécessairement à la résidence sous l'angle de la sécurité sociale, qui est une notion très importante dans la mesure où la résidence est un critère pour déterminer quel est le régime qui s'applique. Donc, c'était juste ici un petit point d'attention de dire attention quand on traite des questions d'occupation dans plusieurs pays, toujours bien savoir. Donc, j'étais en train d'expliquer, donc effectivement, lorsqu'on traite des questions d'occupation dans plusieurs pays, il faut toujours, bien sûr, avoir à l'esprit de bien savoir dans quel secteur on se situe, puisque des notions peuvent être différentes, par exemple la résidence en droit fiscal ou la résidence en matière de sécurité sociale. Au niveau de la sécurité sociale, c'est tout à fait différent que le droit du travail ou le droit fiscal. C'est-à-dire que chaque pays détermine comment il va organiser sa sécurité sociale, donc qui a droit à quoi, dans quel pays, quelles prestations, quels bénéfices de sécurité sociale on va pouvoir donc obtenir dans un pays ou un autre. Chaque pays a des conditions et souvent des restrictions. Souvent les pays disent, pour avoir accès à la pension, pour avoir accès aux soins de santé, on a besoin de résider dans ce pays ou de travailler dans ce pays. Il y a des conditions restrictives, parfois liées à la nationalité. Quand l'Europe a été créée dans les années, donc fin des années 50, en 57, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si des personnes vont habiter, travailler, étudier dans un autre pays, éventuellement temporairement, et puis revenir habiter pour, par exemple, prendre sa retraite dans son pays d'origine, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces droits? Et l'Europe donc a dû réfléchir à dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va créer une seule sécurité sociale européenne, une seule loi,
une seule réglementation pour dire c'est dans telles conditions qu'on va bâtir nos droits aux prestations, aux bénéfices dans les branches classiques de sécurité sociale, donc la pension, le chômage, les allocations familiales, etc. Ou alors, est-ce qu'on va créer un système pour faciliter la libre circulation des personnes et des travailleurs et on va trouver un système pour que les réglementations nationales restent maîtres de décider qui a droit à quoi, mais on va créer quelque chose pour qu'il y ait finalement un pont entre un lien entre les différentes législations nationales. Parce que les législations nationales pourraient entrer en conflit. Si vous habitez en Belgique et vous travaillez en Espagne, il se pourrait que l'Espagne dise, s'il n'y avait pas les règles européennes de coordination actuelles, l'Espagne dirait, vous travaillez en Espagne, vous devez cotiser, payer des cotisations sociales en Espagne et vous aurez des droits en Espagne. Et la Belgique peut dire, ah mais vous résidez en Belgique, même si vous travaillez en Espagne, et vous devez aussi, parce que vous résidez en Belgique, payer des cotisations aussi. Donc ça veut dire double cotisation, conflit de loi entre la loi espagnole et la loi belge. Vous devriez payer 2 fois sur votre même situation professionnelle, les mêmes revenus. Ou alors le contraire, l'Espagne dirait, ah non, vous résidez pas en Espagne, il ne faut pas cotiser même si vous travaillez chez nous. Et la Belgique pourrait dire, ah vous ne travaillez pas chez nous, vous résidez, pas de cotisation. Là, c'est un conflit de loi négatif. Vous n'avez d'assurance nulle part. Donc, l'Europe a réfléchi à ça et a donc créé une coordination entre les différents États pour que vous puissiez effectivement passer d'un régime éventuellement à l'autre, mais sans perdre de droits, pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et c'est comme ça que l'Europe, déjà en 1958, a donc créé, a fondé les principes de base de la coordination, donc de ce lien entre les différentes législations nationales qui restent donc maîtres de décider comment on bâtit des droits à la sécurité sociale. Mais le premier pilier de la coordination, c'est de dire quel est le régime qui s'applique quand plusieurs pays entrent donc en compte dans une situation. Quelqu'un a son employeur aux Pays-Bas, il réside en Belgique et il travaille en France. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va déterminer la législation applicable selon des règles de conflit et il y a d'autres principes de base qui ont un lien non plus avec quel pays, quel régime de sécurité sociale s'applique à cette situation transfrontalière où plusieurs pays entrent en compte, mais plutôt pour les prestations. On va totaliser les périodes de travail dans les différents pays européens pour calculer l'accès aux prestations de chômage si on perd son travail dans le dernier pays où on a travaillé, par exemple. Et pour les pensions, si vous voulez effectuer, donc effectivement déménager pour profiter, je dirais, de votre retraite dans un autre pays. Par exemple, les Belges, beaucoup de Belges coulent des jours heureux en Espagne lorsqu'ils sont pensionnés parce que le climat, bien sûr, y est très agréable, mais aussi la nourriture qui est excellente, etc. Mais si l'Europe n'existait pas, si ce pont entre les différents doigts n'existait pas, ça voudrait dire que les Belges ne peuvent jamais venir retraités en Espagne parce qu'ils ne pourraient pas recevoir l'argent de leur pension puisque, suivant la loi belge, ils devraient rester habités en Belgique. Et donc, il y a, tous ces différents principes permettent effectivement de créer ce pont et de favoriser la libre circulation. La législation applicable, et c'est la première question qu'on va se poser, mes collègues tout à l'heure vous le diront aussi, quand on a un cas où il y a plusieurs éléments de fait qui existent donc pour plusieurs pays, la première question qu'il faut faire, c'est savoir quel pays s'applique. Et ça veut dire quoi? Le secteur de la législation applicable, c'est de dire, on répond à la question où est-ce que les cotisations de sécurité sociale vont être payées, même donc si on habite ailleurs ou que notre entreprise est ailleurs, et dans quel pays je vais recevoir les prestations de sécurité sociale
lorsque j'habite, par exemple, en Belgique et que je suis retraitée en Espagne, dans mon exemple. Donc, en résumé, ce pont qui a été créé entre les différentes législations nationales, donc ce système de coordination et donc pas de harmonisation, donc de bien dire les pays restent compétents pour octroyer des droits à la sécurité sociale, mais pour favoriser l'exercice de la libre circulation pour tous les citoyens européens, mais aussi d'autres nationalités sous certaines conditions, on a donc cette coordination et pas cette harmonisation, cette coordination, ce pont entre les lois nationales dans un contexte où il y a au moins 2 pays européens qui s'appliquent. N'oubliez pas que les règles de coordination de sécurité sociale ne s'appliquent pas que aux 27 États membres de l'Union européenne, mais aussi aux 3 pays qui forment avec l'Union européenne l'espace économique européen, c'est-à-dire le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. La Suisse a également adhéré, donc il n'y a pas que l'Union européenne, mais il y a aussi ces 3 pays plus la Suisse. Et donc, sur base de règles de conflit, on est donc obligé d'appliquer ces règles qui désignent un pays qui est compétent. On n'a pas le choix. Une loi nationale ne peut jamais être contraire à cette désignation européenne. Donc, ces règles primes sont prioritaires sur les règles nationales qui diraient que vous êtes obligé d'habiter dans ce pays pour avoir des droits ou que vous devez avoir la nationalité. Ces restrictions territoriales et de nationalité sautent, si vous voulez, ne sont plus appliquées quand on applique les règles de coordination qui désignent un seul pays, quel que soit le schéma de travail, et qui donc sont d'application immédiate. Il y a donc un seul pays qui sera désigné compétent. Les règles principales, je n'y reviens pas aujourd'hui puisque ici ce n'est qu'un cadre d'introduction pour arriver maintenant aux règles après de télétravail, mais il fallait quand même, je voulais quand même vous expliquer la base de la construction européenne au niveau de la coordination de sécurité sociale pour arriver ensuite, bien sûr, à la règle. Donc, les règles principales, c'est que donc dans le règlement européen 883-2004, la règle de base, c'est qu'on cotise, on paye des cotisations dans le système du pays où vous travaillez. Ça, c'est le principe de base. En latin, la lex loci laboris. Et puis, vous avez des exceptions. Vous avez le détachement qui est une mission temporaire dans un autre pays. J'y reviendrai sous l'angle du télétravail. Vous avez la situation de l'article 13 où là, effectivement, c'est une autre dérogation au principe de base, donc qu'on cotise, qu'on est couvert dans le pays de travail. C'est que on ne va pas pour une mission ponctuelle, une semaine, un mois, 6 mois, 2 ans dans un autre pays et puis on revient dans son pays de travail habituel. L'autre exception, c'est quand on travaille de manière parallèle ou successives dans plusieurs pays. Et on le verra que c'est la situation la plus classique avec le télétravail. Et puis, il y a un article dérogatoire qui permet, dans des cas bien spécifiques, que de l'accord des institutions des pays compétents, on peut déroger à ces articles-là dans l'intérêt du travailleur. Ça, ce sont les règles principales. Les éléments territoriaux, donc je le rappelle, pour que les règlements de coordination européens s'appliquent, il faut évidemment que toute la situation de la personne ne se situe pas dans un seul pays. Il faut qu'il y ait au moins deux pays qui soient concernés, soit par la résidence, soit par l'employeur, soit par le lieu d'occupation. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors ici, je vous ai juste fait pour mémoire tout un petit tableau qui reprend les règles principales, donc effectivement, mais sous un schéma ici de toutes les règles de détermination de législation applicable. Ici, depuis le nouveau règlement qui est d'application depuis 2010, nous avons des règles non seulement pour les non-actifs, comme les pensionnés, les étudiants, les personnes qui ne travaillent pas, ce sera toujours le pays de leur résidence qui sera d'application. Et puis pour les salariés, comme je l'ai dit, le travail de base, le principe de base, pardon,
c'est lorsqu'on travaille effectivement dans un seul État membre, et à ce moment-là, c'est ce pays-là qui est compétent, avec l'exception de travail habituel dans un pays pour une mission courte, temporaire. On va travailler dans un autre pays, puis on revient dans son pays habituel. La deuxième exception, c'est lorsqu'effectivement on travaille dans plusieurs États membres. Et donc là, dans tous les cas de figure, dans toutes les situations où vous travaillez dans plusieurs États membres à la fois, un mois dans le pays A, un mois dans le pays B, ou vous travaillez en semaine pour une entreprise en Espagne et le week-end, vous allez travailler pour aider votre sœur qui a un magasin de fleurs en France et vous allez travailler tous les week-ends en France dans donc chez la fleuriste. Donc là, ce sont deux activités successives et bien dans tous ces cas de figure est parfois bien plus complexe où plusieurs pays interviennent, où vous travaillez vraiment dans 5, 6, 7 pays à la fois. Eh bien, à ce moment-là, soit ce sera votre résidence qui sera le pays unique compétent, soit ce sera l'entreprise de votre employeur. Puis, vous avez effectivement des professions spécifiques. Vous avez des règles spécifiques pour les fonctionnaires, les marins et les pilotes. Pourquoi j'ai mis en gras les fonctionnaires? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même plusieurs dans cet après-midi d'études ici de statut de fonctionnaire. Et donc là, je peux déjà en parler, c'est qu'il y a une règle spécifique qui fait que quand on est donc fonctionnaire ou qu'on est assimilé à un fonctionnaire, eh bien, quel que soit l'endroit où on va travailler, c'est une règle vraiment spécifique qui n'est pas la même que la règle de base qui dit qu'un travailleur salarié, un employé ou même un indépendant est couvert de base là où il est occupé physiquement, territorialement. Un fonctionnaire, c'est pas comme ça. Si vous êtes, moi par exemple, je suis fonctionnaire donc à l'ONSS, j'ai un statut de fonctionnaire. Si je vais en mission à Madrid pour donner une conférence pendant 3 jours, eh bien, je ne vais pas devoir cotiser en Espagne mon lieu de travail selon le principe de base, mais je vais rester attaché au pays de l'administration, donc qui est mon employeur public dont je relève. Ça, c'est une règle qui vaut pour tous les schémas de déplacement d'un fonctionnaire. Alors, qui est un fonctionnaire? Chaque pays doit voir dans sa loi qui est un fonctionnaire, mais on a effectivement un arrêt de la Cour de justice, Bazen, qui était une affaire d'ailleurs belge, qui dit bien comment un pays peut vérifier chez lui, dans son propre arsenal juridique, si une personne est un salarié ou un fonctionnaire. Et donc, l'arrêt Bazen dit que c'est au niveau de la couverture qu'on a dans son pays, donc de son administration, comment on règle ses prestations, sa sécurité sociale. Et si on a une sécurité sociale différente, organisée différemment qu'un employé, alors on sera un fonctionnaire. Tout ça est expliqué dans l'arrêt Bazen. Chez nous, à l'ONSS, on donne des codes, des numéros spécifiques aux employeurs et aux travailleurs pour savoir dans quelle catégorie on est. Et donc, chez nous, quand on a par exemple un fonctionnaire qui vient en Belgique travailler de l'Italie et qu'on doit savoir si c'est un fonctionnaire en Italie ou quoi, eh bien, on demande en Italie comment ils peuvent déterminer que cette personne est fonctionnaire. En Belgique, quand on nous demande à nous, vous, le Belge, qui vient en mission en Italie ou chez vous en Espagne, comment on identifie ça? Ben, chez nous, on a des codes internes à notre institution qui va nous dire si par l'administration, donc l'employeur ou pas, si la personne va être un fonctionnaire ou pas. Donc nous, on peut, on peut vérifier aussi chez nous, dans nos bases de données, si la personne chez nous en Belgique est considérée comme fonctionnaire ou pas. Alors ici, j'ai mis un petit warning avec une petite main, fonctionnaire européen, organisation internationale et ambassade. Moi, disons que là, j'attire juste l'attention qu'en Belgique, évidemment, nous avons beaucoup, et donc on en parlait dans le cadre de cette organisation de cet après-midi, on a donc beaucoup de fonctionnaires. Et donc là, que ce soit pour les organisations internationales où la Belgique a conclu
plus de 150 accords de siège. Donc, quand des organisations internationales ont leur siège social en Belgique, il y a des accords spécifiques au niveau de la réglementation de sécurité sociale. Pour les fonctionnaires européens, c'est pareil, ils bénéficient de leur propre régime. Pour les ambassades, il y a encore d'autres, vous devez le savoir, hein, d'autres réglementations qui peuvent s'appliquer à côté, hein, pas au-dessus, pas en dessous, mais à côté des règlements de coordination européens ou conventions bilatérales qui sont les conventions de Vienne. Et donc, je dirais que le règlement européen s'adresse aux fonctionnaires qui relèvent de la qualification nationale du régime national de fonctionnaires. Par contre, pour tous les fonctionnaires européens, des organisations internationales ou des ambassades, là, c'est encore spécifique et ce sont généralement des personnes, je ne parle pas des ambassades, mais je parle des accords de siège et des Ay, pues yo fonctionnaires pensé que se et conoce des que me ha dicho que fonctionnaires era a las 4, européens pero qu'il y a a ver. effectivement à ce moment-là des régimes privés spécifiques qui n'entrent plus dans les règles donc de ces règlements européens. Alors, on en vient maintenant, donc je m'excuse d'avoir pris un peu de temps, mais je crois qu'il était important de situer le cadre des règles qui vont dire quand quelqu'un télétravaille, quelles sont les règles qui s'appliquent pour désigner le régime de sécurité sociale compétent à cette situation. Je crois que mes collègues allaient y revenir aussi, mais comme ça, vous avez déjà les premières explications rapides, mais en tout cas principales sur ce que sont les règles de coordination. Et donc, en fait, le télétravail, effectivement, depuis la crise du Covid, dans tous les pays, effectivement, cela a été plus ou moins une nouvelle organisation de travail, parce que je sais que certains pays étaient déjà relativement avancés au niveau des modalités de télétravail pour leurs travailleurs et que certains pays ont découvert le télétravail au moment du coronavirus, puisque à partir de mars 2020, beaucoup de pays ont été frappés de lockdown. On ne pouvait plus du tout sortir de chez soi et que pour donc les personnes qui pouvaient travailler de la maison, on a donc été obligé de faire du télétravail. Il y a eu d'abord une période de mars 2020 à juin 2022 où le télétravail n'était pas pris en compte pour désigner le régime de sécurité sociale, parce que effectivement, je n'ai pas eu le temps d'entrer dans le détail des règles, mais quand vous travaillez, par exemple, dans votre pays de résidence, je vais prendre la Belgique, 2 jours par semaine, ça veut dire plus de 25%, et que vous travaillez le reste du temps dans le pays de votre entreprise, par exemple l'Espagne, c'est le pays de votre résidence, plus de 25%, votre pays de résidence qui est compétent. Et donc, pendant la crise du coronavirus, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme beaucoup de personnes étaient obligées de travailler à la maison, toutes ces personnes qui travaillaient, par exemple, tout le temps pour leur entreprise, je vais dire en France, mais qui résident en Belgique, eh bien, tout ce personnel-là, qui travaillait plus de 2 jours par semaine en Belgique, allait basculer, changer de leur sécurité sociale française où ils travaillaient pour leur entreprise en France tout le temps et devaient être assujettis en Belgique. Et on a dit non, la crise du corona est déjà trop dure, on ne va pas compliquer les choses et faire changer les régimes de sécurité sociale avec toutes les conséquences que ça a dans les droits qu'on bâtit aux prestations de sécurité sociale. Et on a dit, on gèle, donc on ne change pas le régime de sécurité sociale, on fait semblant que la personne travaille toujours en France comme d'habitude dans mon exemple. Ce gel a duré jusqu'en juin 2022. Et à ce moment-là, la Commission européenne a dit, il faut qu'on trouve une solution parce qu'une fois qu'on n'a plus de lockdown, qu'on a une deuxième période à partir de juillet 2022, où on a dit il faut trouver une solution dans les entreprises, dans les administrations, pour savoir si les personnes allaient continuer à télétravailler ou pas, et quelles étaient les conséquences en matière de sécurité sociale, si on allait changer ou pas de régime. La Commission européenne a mis sur pied un groupe ad hoc donc au sein de la commission administrative
Donc, la commission administrative est une commission au sein de la Commission européenne où chaque État membre et chaque pays concerné par la coordination de sécurité sociale est représenté par 2 délégués permanents. Donc, cette commission se réunit 4 fois par an, en principe, à Bruxelles et échange aussi des notes par écrit. Et donc, la commission administrative a désigné des experts sur base volontaire, l'Espagne d'ailleurs participait, pour pouvoir donc trouver une solution pour le plus grand groupe des télétravailleurs qui étaient susceptibles de changer de régime. Donc, dans mon exemple, quelqu'un qui travaille tout le temps dans un pays dans l'entreprise, pour son employeur, donc je vais dire par exemple en Belgique, enfin en France dans mon exemple toujours, et qui réside en Belgique. Et donc ici, une personne qui travaille 2 jours en Belgique et qui travaille le reste de son temps dans le pays de l'employeur, normalement, à la fin de la période de gel de l'après-Covid, il fallait que ce travailleur passe du régime français au régime belge puisqu'il y avait plus de 25% de pays de résidence. Et donc, ce groupe-là était le groupe pour lequel, de manière urgente, on devait trouver une solution. Et donc, ce groupe a travaillé de novembre 2022 donc jusqu'au mois de mars 2023. Le groupe a présenté son rapport à la commission administrative et une décision a été prise pour qu'à partir du 1er juillet 2023, pour ce groupe-là, uniquement pour ce groupe-là, un travailleur salarié qui est occupé plus de 50% dans le pays de son employeur et moins de 50% dans son pays de résidence, c'est le pays de l'employeur qui est compétent et pas le pays de résidence, comme le dit la règle actuelle, l'article 13.1a du règlement européen. On n'a pris que ce groupe-là. Pourquoi? Parce que ça représente le plus grand groupe et que pour les multistatuts, il y avait d'autres conséquences, d'autres discussions à avoir. Et donc ici, on est bien que pour un employeur ou plusieurs employeurs, mais dans le même pays, un salarié, et ça ne concerne pas les personnes qui sont fonctionnaires, les personnes qui sont indépendantes ou avec des statuts mixtes de salariés indépendants et fonctionnaires, ça peut arriver. C'est un groupe restrictif parce qu'on devait prendre une mesure qui déroge, donc une exception, une dérogation aux règles habituelles pour ce groupe-là, pour lequel c'était le plus urgent et pour lequel on était sûr qu'ils auraient dû changer de sécurité sociale. On a d'abord défini ce qu'est du télétravail et on a dit que le télétravail était du travail qui était effectué de n'importe quel endroit, qui pouvait se faire n'importe où. Ça ne devait pas se faire dans un lieu spécifique où vous avez les collègues, où vous avez votre patron, où vous avez du matériel spécifique. C'est un endroit, dans le pays bien sûr de résidence, où vous pouvez travailler avec une connexion informatique. Donc, en résumé et sous forme schématique, cet accord cadre est une dérogation au pays de résidence quand vous travaillez plus de 25%. Maintenant, quand 2 États ont signé l'accord cadre, l'État de l'employeur et l'État de la résidence, vous faites plus de 50% de temps de travail dans l'État où se trouve votre employeur, moins de 50% dans le pays de résidence. On a pris juste un petit peu plus de 50 et un petit peu moins de 50 pour le télétravail. Pourquoi? Parce que ça permettait une plus grande flexibilité que de dire 2 jours seulement par semaine de télétravail, parce que parfois, on a une maison de vacances, on a un endroit de famille où on peut aussi éventuellement bouger et que donc 2 seuls jours par semaine étaient trop restrictifs. Et je rappelle que c'est que pour les salariés. Donc, c'est entré en vigueur le 1er juillet. Il y a une rétroactivité générale pendant 5 ans de l'accord cadre. Donc, cet accord cadre a été donc obtenu pour une durée de 5 ans.
donc de 2023 à 2028, pour 5 ans, parce que d'ici là, on ne sait jamais qu'on changerait carrément des règles du règlement, on ne sait jamais, mais en tout cas, c'est provisoire pendant 5 ans et on peut demander tout au long de ces 5 années l'application de l'accord cadre. C'est un choix. L'accord cadre n'est pas une obligation. Si quelqu'un s'il travaille plus de 2 jours de sa résidence habituelle et dit: «Ah mais moi je veux bien», l'employeur et le travailleur veulent bien cotiser dans ce pays-là, il n'y a pas de problème. L'accord cadre est une possibilité, uniquement une possibilité de faire appel à la compétence du pays de l'employeur à la place du pays de la résidence. Et donc, pour la période de démarrage du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, on peut demander cette rétroactivité. Pourquoi on a été, je dirais, généreux pour l'introduction pendant 1 an et pas 3 mois? Parce qu'il faut le temps que cette police de travail, ces modalités de travail, de télétravail s'organisent, parce qu'il y a évidemment des conséquences quand quelqu'un télétravaille au niveau du droit du travail aussi. Il n'y a pas que la sécurité sociale, il y a l'incidence fiscale, bien sûr, parce qu'on peut changer aussi les délais ne sont pas les mêmes au niveau fiscalité et on peut devenir un autre résident fiscal, ça doit être abordé. Au niveau du droit du travail, il peut y avoir des conséquences. Il faut que tout soit mis en place pour l'employeur pour que la personne puisse effectuer son télétravail dans des conditions de sécurité, euh, euh, également avec du matériel informatique, de l'intervention éventuellement dans les frais de chauffage ou d'électricité, etc. Donc, il y a toute une politique à mettre en place. Et donc, on a dit, pour les entreprises qui n'ont pas encore eu l'habitude de mettre ça en place, on va laisser 1 an de rétroactivité pour pouvoir introduire le dossier, pour autant que les cotisations ont été versées dans le pays de l'employeur, puisque le but de la dérogation, c'est justement d'avoir la compétence du pays de l'employeur à la place du pays de la résidence. Et donc, si les cotisations ont déjà été payées dans le pays de l'employeur, eh bien, il n'y a pas de souci, on peut accorder cette longue rétroactivité. Donc, le 1er juillet, il y a 18 pays qui ont signé. Et puis, tous les pays restants peuvent encore maintenant intervenir, mais l'accord cadre ne sera évidemment d'application que le 1er jour du mois suivant la date de la signature. La Belgique et l'Espagne ont signé, donc 20 pays ont signé à l'heure actuelle. Et vous voyez tout en bas que la République de Slovénie et l'Italie ont signé un petit peu plus tard. Mais donc aujourd'hui, on est 20 pays qui ont signé. Et donc, pour demander l'accord cadre, il faut évidemment avoir signé. Alors, en Belgique, ça se fait de manière automatique. Donc, il faut introduire via notre processus robotisé donc le certificat A1, donc le formulaire européen, c'est le A comme en anglais Applicable Legislation, donc l'attestation A1 qui prouve que dans n'importe quel pays où vous travaillez, c'est tel pays qui est désigné compétent. Donc ça se demande chez nous et vous voyez ici qu'on a aussi des petites explications sur le télétravail et on guide l'employeur qui répond à différentes questions pour savoir s'il a droit ou non à l'accord cadre. Et donc, chez nous, ça se fait de manière très rapide. Donc, il y a une vérification par un processus automatisé, robotisé. Et à ce moment-là, si tout va bien, si toutes les réponses sont correctes et que nos bases de données ont bien vérifié que l'accord cadre était bien donc d'application, le A1, l'attestation A1 arrive dans l'ordinateur de l'employeur, donc l'e-box, donc l'espace privé et sécurisé de l'entreprise, de l'employeur, dans les 24 heures. Et si les réponses posent des problèmes, nos agents vont prendre contact avec l'entreprise pour donc éclairer les points qui auront été qui seront arrivés en anomalie dans nos banques de données. Et donc à ce moment-là, ça peut prendre, on a 20 jours, nous avons un délai de 20 jours pour que le dossier soit traité une fois qu'on a reçu tous les éléments. Et donc à ce moment-là, le formulaire A1 sera émis et le formulaire sera la case
donc de l'exception 3.11 sera cochée, puisque cette case, c'est la case de la dérogation, puisque l'accord cadre se fonde sur l'article qui déroge aux règles habituelles. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été claire. Je suis encore désolée de ne pas avoir pu le faire en espagnol. J'espère que vous avez bien compris. Et donc, je me tiens maintenant à votre disposition, même si je sais que mes collègues de la sécurité sociale vont encore revenir sur tout ça dans les minutes qui suivent. Je vous remercie beaucoup.